Bonjour Madame la maire. Bonjour, merci pour votre invitation donc, à ce podcast. Exactement, mais je suis ravie et je vous le disais, je n'ai pas l'habitude de faire des podcasts dans des salles aussi incroyables, on va en parler. On est dans une salle assez unique, on a le privilège d'enregistrer ici aujourd'hui, donc ravie de vous recevoir pour qu'on puisse parler de votre parcours, de vos engagements et puis de votre vision de l'ambition aussi. Si vous le permettez, j'aimerais que vous puissiez commencer par nous dire comment vous avez grandi. Quel genre d'enfance, quel genre d'éducation vous avez eu? Alors, j'ai grandi en étant un petit peu garçon manqué, parce que mon père était militaire et moi je suis née au Vietnam. Papa était militaire, maman était infirmière et j'ai grandi dans une ambiance assez rigoureuse, avec des codes, le respect déjà des parents. Et je viens d'une famille nombreuse. Nous sommes une fratrie de 13 enfants. Wow. Je suis l'aînée d'une fratrie, donc 9 garçons et 4 filles. Et vous êtes l'aînée? Et je suis l'aînée. Et il a fallu les gérer, mes frères et sœurs, vous voyez. Et malheureusement, papa est décédé à 49 ans, donc il n'avait pas encore 50 ans. Vous aviez quel âge? Maman, moi j'avais, quand il est décédé, j'avais 16 ans. D'accord. Et j'ai dû donc prendre la responsabilité de gérer la famille, parce que maman étant seule, donc c'était un peu compliqué. Mais je les ai gérés et mes frères et sœurs sont très fiers et très contents. Et nous avons la chance, il n'y a aucun qui ait fait des bêtises dans la vie. Alors ça, ouais, vous donnez une leçon de leadership déjà assez jeune. Oui, donc vous secondez votre maman. Si vous pouvez juste peut-être nous raconter pour qu'on puisse s'imprégner, ça ressemble à quoi le Vietnam à cette époque-là? Comment se passe l'école pour vous? Alors, et comment vous commencez à travailler? On est arrivé, on a été rapatriés donc à l'époque du général de Gaulle quand il y a eu la guerre en 63 au Vietnam. Donc en 64, beaucoup donc de militaires et notamment les Français installés à l'époque, c'était l'Indochine, sont rapatriés en France et nous sommes arrivés en province. Et le Vietnam, j'en ai gardé des souvenirs d'école parce que à l'époque, on avait des tables d'honneur. Et papa nous disait toujours, il faut toujours être les meilleurs. Et j'étais toujours première. Et une fois, j'étais deuxième. Là, je me suis mangé les ongles parce que j'étais deuxième, je ne l'ai pas accepté. Donc, on était effectivement, avec mes frères et sœurs, élevés dans une famille aimante, avec ce qu'on appelle la méritocratie. Et j'en suis très fière. Aujourd'hui, vous voyez, moi, je suis avec un parcours un peu atypique. Maintenant, je suis maire d'un arrondissement et quand je fais des mariages, je parle donc des valeurs que les parents, l'amour que les parents doivent porter à leurs enfants pour leur donner une structure ensuite. C'est très important. L'amour des parents donne ensuite à la personne, enfin à l'enfant, il grandit avec la confiance en lui, avec une structure mentale qui lui permet donc d'affronter tous les problèmes de la vie. Oui, c'est un socle fondamental et c'est intéressant ce que vous dites parce que l'amour, mais couplé aussi à une forme de rigueur, à des valeurs fortes qui sont transmises. Absolument. Voilà, c'est aussi important d'avoir cette balance et je pense que tant qu'on sent l'amour, alors après, on peut transmettre et parfois être un petit peu exigeant parce qu'on sait que le socle de ça, c'est l'amour. C'est l'amour avant tout et ensuite, effectivement, il faut être à l'écoute, le respect des parents. Ouais. C'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, je constate que ces valeurs ne sont plus là et souvent, je le rappelle donc aux jeunes couples que je marie, il faut impérativement qu'ils gèrent les enfants avec voilà, donc, le respect de la personne. Un enfant ne doit jamais répondre à ses parents. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Ouais. Et j'ai eu des grands-parents, c'est pareil. Nous, à l'époque au Vietnam, les grands-parents sont toujours gardés à la maison. Ce sont les grands-parents qui donnent aussi quand les parents travaillent. Donc l'éducation, aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile dans les familles de garder donc les grands-parents parce que l'espace est différent et on ne peut pas garder donc les grands-parents chez soi. Oui, c'est culturel, mais on sait aussi que ça crée des liens qui sont très importants. Et je vous confirme qu'aujourd'hui, on est un peu loin du fait que les enfants ne peuvent plus répondre à leurs parents, hein, mais ça pose d'autres problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en France? Si je comprends bien, votre mère et tous vos frères et sœurs, vous arrivez en France. Absolument. Vous avez quel âge, vous, à l'époque? À 10 ans. D'accord, vous avez 10 ans. 10 et ans. Là, vous ne parlez pas encore français? Ah si, on parle français parce que mon père étant français, donc nous étions à l'école. Absolument, la double culture. Donc nous étions à l'école
au Vietnam, donc dans les écoles françaises. On a eu tout de suite effectivement les codes et tout cela. Et quand on est arrivé en France, on a été à l'école, on parlait français. D'accord. Okay. Donc on parle plus français que le vietnamien. Et alors, dans quel arrondissement vous arrivez? Vous êtes à Paris ou vous êtes en province? À l'époque, quand nous sommes arrivés en province. D'accord. Donc du côté de Moulins, dans l'Allier. Voilà. Okay. Donc on a appris, et c'est la raison pour laquelle je suis très attachée donc à la province. Parce que nous avons appris à vivre avec les fermiers, les terriens et nos amis au lycée. C'était les enfants donc, du terroir, des agriculteurs et tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai un attachement pour le terroir français. Donc vous faites votre scolarité dans l'Allier. Comment ça se passe en tant qu'aîné de la famille au moment d'avoir le bac? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous projetez vers quel type de métier, vers quel type d'études? Est-ce que vous avez en tête un rêve? Alors, à l'époque, je voulais être avocat parce que je voulais défendre les faibles. Voilà, c'était dans mon esprit. Et malheureusement, je n'ai pas pu suivre parce que papa étant décédé donc jeune, j'ai dû m'engager tout de suite dans la vie active. J'ai eu la chance d'avoir quelques stages et j'ai travaillé pour l'agence de Jacques Séguéla, qui a été mon mentor. Ah oui, alors vous entrez directement dans la vie active? Absolument, okay. Donc je suis rentrée dans la vie active, j'ai travaillé chez Séguéla et j'ai fait... En tant que quoi? Quel poste vous aviez? J'étais, comment on appelle déjà, pas adjointe, j'étais stagiaire et on m'avait pris dans tous les services pour m'apprendre ce que c'est que la communication. Bras droit, oui, d'accord. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'étais très timide. J'étais très timide et je n'osais pas affronter le regard des gens, et notamment des garçons, parce que comme j'étais très fine et j'avais des grands cheveux, j'étais toujours regardée partout, donc je n'osais pas affronter le regard. Et grâce donc à la communication, grâce à la confiance que m'ont donné mes parents, donc j'ai osé. Et ensuite, j'ai affronté ce monde un peu particulier de la communication. Et grâce à ce mentor qui a été pour vous, Jacques Séguéla, oui, c'est intéressant parce que, je vous le disais, j'ai reçu sur le podcast, l'épisode sera évidemment décalé, une ancienne ministre il y a quelques heures, qui me disait aussi qu'elle était une grande timide quand elle était petite et qui aujourd'hui a une forme de leadership installée comme vous. Comment est-ce qu'on passe d'une enfant timide ou d'une adolescente timide à justement une femme qui est aux manettes d'un arrondissement, qui doit orchestrer beaucoup de responsabilités? Comment, alors vous l'avez expliqué au travers de l'éducation, l'amour de vos parents, vos mentors, mais c'est un chemin long. En fait, c'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie. Effectivement, il y a eu des moments difficiles. J'ai été mariée avec un homme violent, donc j'ai dû affronter cette situation. Je me suis retrouvée SDF. Voilà, donc effectivement, l'amour des parents vous responsabilise et vous ne devez pas décevoir. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous, même si vous êtes timide parce que vous n'êtes pas habitué à affronter le regard des hommes. Et surtout, vous connaissez un peu la relation femme-homme. Si vous vous laissez toucher, embarquer et tout ça, vous vous retrouvez dans des situations difficiles. Et quand je me suis retrouvée SDF, j'ai dû affronter et je me suis dit, tu ne peux pas te laisser aller, il faut impérativement que tu retrouves donc, ta dignité, le sens de la dignité. Et c'est comme ça que je me suis reconstruite et que je suis allée voir donc, ailleurs. Et voilà. C'est au moment d'une séparation où vous vous retrouvez effectivement SDF, c'est ça? Oui, parce que soit j'acceptais donc une vie confortable, parce que j'habitais quand même à Neuilly, dans un bel appartement, soit je prenais effectivement donc, la décision de tout quitter et de refaire ma vie. Et c'est comme ça que je me suis donc retrouvée à reconstruire ma vie. Oui, à faire un choix courageux, mais celui de la liberté quelque part. En fait, effectivement, je l'ai dit régulièrement, être libre est le plus grand luxe de la vie. Oui. Surtout pour une femme. Absolument, absolument. Alors comment, après cette période de parcours professionnel, donc vous avez commencé avec Jacques Séguéla, comment ça s'est construit par la suite jusqu'à votre arrivée dans la vie publique? Alors,
Je me suis engagée, bon, moi je suis gaulliste de base, papa était gaulliste et d'ailleurs à la mort du général de Gaulle, c'est la première fois que j'ai vu papa pleurer, donc j'étais surprise de voir un homme pleurer et surtout votre père. Et ensuite, il est décédé 1 an après. Comment je suis arrivée donc, à m'engager en politique? C'est effectivement en 81 quand j'étais à l'agence de Jacques Séguéla qui a fait la campagne de François Mitterrand. Oui. Donc, la force tranquille. La force tranquille. Et ensuite, on m'avait proposé, je me suis engagée au RPR et j'ai pris ma carte. Et voilà, donc je suis de droite, gaulliste assumée. Et c'est comme ça que petit à petit, en 93, j'ai eu un petit souci donc, de couple. Et je suis partie et je suis rentrée à l'Assemblée nationale en étant collaboratrice d'un député qui était aussi le président de la Polynésie française. Donc j'ai travaillé avec Gaston Floss. Donc j'ai été lancée tout de suite avec des grandes personnalités politiques et au groupe. Bernard Pons étant devenu ministre en 95 quand Jacques Chirac est devenu président de la République. Donc j'ai rejoint Bernard Pons à son cabinet pour m'occuper des relations presse et des relations avec des élus. C'est comme ça que je me suis lancée. Vous rentrez en politique. Absolument. D'accord. Et quel souvenir vous gardez de ces débuts en politique? Comment vous appréhendez la vie politique? Qu'est-ce que vous observez, et d'un point de vue extérieur, mais aussi en tant que femme? Vous êtes entourée quand même de beaucoup d'hommes. Donc, vous avez intérêt à faire très attention parce que, comme vous le savez, hein, ils sont... Voilà, ils aiment bien les jolies femmes. D'ailleurs, beaucoup de collaboratrices parlementaires, souvent, elles disent « Ah là là, moi je reste pas tard parce qu'il y a risque ». Donc, mais il a fallu gérer tout ça. Le tout, c'est de savoir se faire respecter. C'est très important, souvent je le dis aux jeunes femmes. Il faut savoir se faire respecter. Si vous n'avez pas envie, vous n'acceptez pas de dîner, vous n'acceptez pas d'aller prendre un verre dans sa chambre, comme ça, au moins, vous évitez tout problème. Bien Donc, sûr. ça, c'est très important. Donc, de savoir ce qu'on veut, et si on n'a pas envie de donner suite, vous le dites. Et beaucoup, donc, des parlementaires encore aujourd'hui, sont devenus des amis parce que j'ai su me faire respecter et même si on se voit aujourd'hui, nous sommes très amis sans qu'il y ait aucune relation particulière. Parce que je suis respectueuse de leur vie, parce que j'ai appris effectivement dans ce monde d'hommes que voilà, ils sont habitués à des aventures et puis, voilà, et puis ils passent à autre chose. Est-ce que vous êtes parvenu à faire porter votre voix? On prête très souvent aux femmes une sorte de présomption parfois d'incompétence ou d'illégitimité, où elles doivent parfois prouver 2 fois plus pour paraître crédibles, notamment dans la vie publique. Est-ce que ça, vous êtes parvenu aussi à montrer que par le travail, vous avez gagné le respect de vos collaborateurs, collaboratrices? De toute façon, les gens, que ce soit vos patrons, que ce soit les collaborateurs, collaboratrices, ne respectent que s'ils savent que vous vous donnez au poste, que vous donnez à votre mandat, à votre mission. Effectivement, déjà quand j'étais au cabinet Bernard Pons, j'avais en responsabilité 4 personnes, des collaboratrices, je leur ai dit, il faut apprendre à travailler. Moi, je vous donne la possibilité, donc je vous responsabilise et vous allez voir qu'en travaillant bien, en respectant bien les codes, vous allez monter de grade et vous allez devenir, aujourd'hui, effectivement, elles ont... Donc c'est comme ça, il faut apprendre à travailler, à bien respecter la mission pour laquelle vous êtes employé ou c'est votre fonction. Donc c'est très important et moi je suis arrivée à me faire respecter parce que je bosse, je travaille beaucoup. Ouais, c'est un ingrédient indispensable, il faut le répéter, vous avez raison. Ça fait 11 ans que vous êtes maire du 8e arrondissement. Pourquoi cet arrondissement? Comment on devient maire du 11e arrondissement? Racontez-nous le cheminement jusqu'à avoir été élu à la mairie. Alors, j'ai travaillé donc à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé ensuite au cabinet ministériel, j'ai ensuite travaillé au Sénat pour un sénateur. Et ça fait 30 ans que j'habite dans l'arrondissement et la personne qui était sélectionnée pour être tête de liste, c'est une amie, et elle a fait un burn-out. Elle a fait un burn-out en 2014. Comme ça s'est passé 2 mois avant les élections, à l'époque c'était NKM qui m'avait appelé pour me dire « Écoute, j'ai googlisé ton nom, je vois que tu es carénée pour prendre des coups. » Elle vous dit ça? Oui. Nathalie Cosco-Morizet. Nathalie Cosco-Morizet me dit « Tu es carénée pour prendre des coups, tu vas y aller. »
Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors quand elle dit ça? Que le poste est difficile? Que le poste est difficile, dans un arrondissement qui est très sollicité. Beaucoup donc, de candidatures donc, se sont alignés les uns après les autres quand la tête de liste a abandonné, elle a fait son burn-out. Donc, elle a eu beaucoup d'appels et elle a préféré que ce soit moi. Elle me dit, toi, tu es carénée pour prendre des coups, tu vas y aller. Donc, voilà, j'y suis allée. J'ai pris des coups, beaucoup de coups, mais dans mon tempérament, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit, tu ne lâches jamais. Tu dois toujours essayer. Et tu as une structure mentale qui te permet de le faire. Donc, il faut y aller. Donc, je m'en suis quand même sortie en étant SDF, en prenant des coups, et puis des coups politiques. Voilà, je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, je suis sereine. Il faut apprendre aussi à être ensuite sereine. Parce que vous avez pris des coups, donc il faut prendre du recul. J'ai une chance inouïe, c'est que les combats politiques, vous voyez, moi je suis en journée, voilà, donc il y a toujours des gens qui vous interpellent et tout ça, puis il y a des gens qui sont hyper gentils, qui vous disent que ce que vous faites est bien, tout ça. Quand je rentre chez moi, j'oublie tout. Vous arrivez à avoir cette coupure? J'ai la chance de pouvoir, dès que je rentre chez moi, j'étudie mon agenda pour le lendemain, mais j'oublie tout ce qu'on m'a dit. Pour justement ne pas vous laisser polluer. Vous laisser polluer, surtout que le sommeil puisse arriver. Donc bien souvent, mon mari me dit, mais comment tu fais? Je dis, c'est comme ça, tu oublies, tout. Donc tu oublies et tu dors. Alors pourquoi le 8e, vous disiez, c'est un arrondissement très particulier. Quelle est la spécificité de cet arrondissement, là où on se trouve aujourd'hui, du 8e? Alors, les spécificités. En fait, les spécificités de cet arrondissement, premièrement, c'est ce qu'on appelle l'arrondissement, le poumon économique de la capitale. On a 38 000 habitants aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes qui viennent y travailler. Et dans certains quartiers, notamment le quartier Triangle d'Or, donc les Champs-Élysées, vous avez à peu près entre 300 000 et 600 000 touristes, personnes qui déambulent chaque jour dans ce quartier-là. Et d'autres quartiers, plus de résidents, le quartier Europe est plus résidentiel, le quartier de la Madeleine est plus résidentiel, le quartier Triangle d'Or, c'est-à-dire Champs-Élysées, avenue Montaigne, avenue Georges V, il y a moins d'habitants, mais vous avez des grands investisseurs et notamment des foncières qui sont propriétaires des immeubles. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont vides, qui attendent d'être rachetés par des biens et notamment par le Qatar. Qu'est-ce que le fait d'avoir été élu maire, vous devenez maire en 2011. 2014. Vous devenez maire en 2014. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail et la responsabilité de se donner aux autres. Parce que la mission de maire, c'est de vous occuper des autres, pas de vous occuper que de vous. C'est-à-dire que vous ne recherchez ni la gloire, ni la reconnaissance. Vous devez de vous occuper des autres, du quotidien, de vous administrer. C'est ça la mission de maire. C'est comme les maires de province. Bien sûr. Vous voyez? Donc les maires de province, ils sont partout, ils sont interpellés partout, ils sont dans les fêtes foraines, ils sont dans les fêtes donc, du village, ils sont accessibles. Moi, je considère que même si c'est un arrondissement très prestigieux, voilà, il faut être accessible et je suis souvent dehors. Sur le terrain. Sur le terrain. J'imagine que vous avez dû, comme les autres maires, être pas mal sollicité durant la période des Jeux Olympiques. Oui. Quand on accueille un événement extraordinaire comme ça, voilà, comment vous avez vécu cette période, la préparation et puis bien sûr le pendant? Écoutez, le stress quand même, le stress parce que il y a la sécurité qui était en jeu, parce que à l'époque, quand on avait annoncé un an avant que les JO vont se passer, moi j'ai toujours dit ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que d'abord, moi j'étais en contact avec le préfet de police, le préfet de région, j'étais en contact avec le ministre de l'Intérieur. J'ai toujours dit ça va bien se passer parce que l'État a les moyens de gérer. Donc la preuve, c'est qu'après, tout le monde a dit « Ah, c'est une réussite et tout ça ».
indépendamment, bien sûr, parce qu'il y a quelques polémiques, on a dit oui, mais on a dépensé beaucoup d'argent. Ben oui, mais on a aussi ramené, on a eu plus de 20% donc, des touristes qui sont venus au mois de septembre, tout de suite, parce qu'on a montré des images exceptionnelles. Et puis, bon, les athlètes ont quand même été exceptionnels. Bien voilà, sûr, donc, bien sûr. bien sûr. Et il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été conçues pour être pérennes. Absolument. Et pas simplement pour arriver pour les JO et repartir après. Donc, absolument, voilà. donc en région. Et je profite pour dire que la région, dont Valérie Pécresse, a beaucoup investi aussi pour les structures. Et les communes, les villes ont bénéficié des gymnases, des piscines, enfin, donc des infrastructures qui restent. Est-ce que vous avez eu des figures féminines qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré au fil de votre parcours? Écoutez, moi, je vais être très franche, moi, à part ma maman, voilà, donc ça compte. J'ai pris exemple sur maman, qui a été une maman exceptionnelle, aimante. Avant, parce qu'elle est décédée, quand on revenait donc dans l'Allier, elle nous faisait pour chaque enfant le plat favori qu'on aimait et elle nous mettait dans les tupperwares avec notre prénom. Oh là là. Donc on remontait à Paris pour pouvoir déguster. Voilà, donc c'est exceptionnel et c'est vrai, et je le dis régulièrement, l'amour que les parents peuvent donner à leur enfant, les structures, ça c'est une colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale. Et mes frères et sœurs, pareil. Et effectivement, ben voilà, donc ils gèrent leur vie. Ils ne m'embêtent pas. Ils m'ont jamais demandé un service. Ils savent que je suis hyper stricte. Ouais. Et puis ça vous a permis à vous aussi cet amour de résister aux tempêtes de la vie. Vous parliez de coups durs tout à l'heure, que ce soit dans l'environnement professionnel ou personnel. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer et comment vous vous en êtes sorti? Parce qu'on dit ça, mais comment on fait quand on est au creux de la vague, quand c'est compliqué, quand on n'a pas ce recul de voir le bout du tunnel? Comment, dans les moments les plus difficiles de doute, vous avez réussi à garder la tête haute et à aller de l'avant? Et puis, quel était finalement un des moments les plus compliqués que vous ayez eu à dépasser? Alors, quand j'ai eu des moments difficiles, effectivement, j'avais des copains qui me proposaient donc de m'héberger pour ne pas être dans la rue. Donc voilà, quand vous êtes hébergé chez un copain, c'est toujours difficile de dire non. Mais je suis quand même arrivée, après je ne revenais plus. Hein. Donc il m'hébergeait une nuit, mais il ne m'hébergeait pas une deuxième nuit. Hein. Donc petit à petit, mais c'est la confiance que vous avez en vous et vous savez que vous allez vous en sortir. Donc effectivement, j'ai tapé à plein de portes pour trouver un nouveau job. Parce que l'homme avec lequel j'étais violent, il fallait que je parte et surtout que je ne sois plus à l'endroit où j'étais pour qu'il ne me retrouve pas. Donc c'était très violent parce qu'à tel point que je me suis retrouvée à l'hôpital. Voilà. Vous avez eu à porter plainte? Vous avez porté plainte? Oui, alors la période porter plainte, c'était dans les années 80. Ouais. Vous arrivez dans un commissariat, c'est pas évident. Parce que les policiers considèrent que vous avez peut-être cherché des coups. Alors, donc, ça n'a pas abouti. En plus, comme il avait des relations, donc il n'y a pas eu de suite. Oui, il y a eu depuis des formations pour l'accueil des plaintes qui, clairement, pour les violences conjugales... Et c'est la raison pour laquelle je défends, et je suis très proche donc, des associations qui défendent donc, les femmes qui sont malheureusement victimes de violences. Et beaucoup viennent me voir pour me demander la possibilité de les déménager parce que quand vous avez des cas comme cela et qu'il faut qu'elles déménagent, et elles me demandent surtout de ne pas répondre à l'adresse pour éviter que le conjoint puisse voir qu'elle envisage de partir. Non, mais c'est compliqué à gérer. Ah oui, non, mais j'ai toujours été très réceptive et quand je recevais ces femmes, je leur expliquais, vous savez, la raison pour laquelle je sais de quoi vous parlez, j'ai vécu. Alors donc, elles ouvrent les yeux, comment vous avez été? Je dis, oui, mais voilà, donc ce sont malheureusement, aujourd'hui, les femmes osent en parler, mais dans le temps, ça ne faisait pas bien, hein, même au niveau de vos amis et tout ça, surtout si vous évoluez dans un milieu
assez privilégiés ou confortables. avec des personnes du grand monde, comme on disait à l'époque, du grand monde. Ils ne comprennent pas que vous puissiez être donc maltraité et souvent ils ne prennent pas cause pour vous. Hein. Oui, d'autant que c'est un sujet, ce sujet des violences conjugales qui touche tous les milieux, on le sait, tout comme les violences faites aux enfants. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement les milieux populaires, c'est vraiment tous les milieux, une répartition en plus assez équivalente. Et il faut un courage inouï pour passer la porte d'un commissariat. Donc si la plainte n'est pas bien accueilli, c'est presque la double peine, quoi. Donc effectivement, c'est un enjeu. Aujourd'hui, effectivement, il y a des lois, il y a une formation donc dans les commissariats et il y a des commissaires, des policiers qui sont formés pour prendre. Mais à mon époque, à cette époque, il n'y avait pas. Ouais, donc, bien sûr, évidemment. Vous ne pouvez strictement rien faire. Ah ouais. Parce que la loi n'était pas avec vous. Exactement. Malheureusement, ça a un petit peu évolué. Voilà, ça a évolué, mais on constate quand même que beaucoup de femmes n'osent pas. Ouais. Parce qu'elles dépendent tout à fait. Financièrement, et ensuite, il faut qu'elles trouvent un moyen de partir et de trouver un travail qui correspond à ce qu'elles souhaitent avoir. Donc voilà, quand vous êtes dans le creux de la vague comme ça, vraiment dans la difficulté, vous mobilisez la confiance en vous que vous avez grâce notamment à votre éducation. Vous pensez aussi au fait de ne pas décevoir, c'est ce que vous disiez. Vous êtes, j'ai l'impression, dans l'action, dans la débrouillardise, à taper à des portes, à demander. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont aidé à sortir des moments difficiles ? Demander de l'aide non, en fait, à l'époque, premièrement, je ne voulais pas, par rapport à ma famille, les ennuyer et qui se retrouvent donc dans la crainte de ce que je vais devenir. Donc, c'est quand ma situation a été bien que je me suis remanifestée en disant voilà, je travaille pour telle entreprise, j'ai travaillé pour Marie-Claire, j'ai travaillé donc pour des grandes maisons, pour France 3 et tout cela. Donc je me suis débrouillée, mais effectivement, ça, il faut, je le dis, je n'ai jamais pris un cachet, ni pour dormir, ni pour être bien. Vous voyez, je me suis gérée, il faut toujours avoir à l'esprit ce dont on est capable de faire. Et il faut rebondir. Il faut impérativement que les femmes ou les hommes, il faut impérativement avoir confiance en soi, avoir du tempérament et ne pas se laisser donc envahir par des moments difficiles et tout ça. Mais je me suis toujours battue. Hein. J'ai toujours été une battante. Ça se voit. Est-ce que vous avez eu des enfants ? Non. Alors, j'ai eu un problème de santé et je suis rentrée à l'hôpital, on m'a opérée et quand on m'a opérée, en fait je suis arrivée, j'avais 3 de tension. Ah oui. J'avais 3 de tension parce que je commençais une septicémie, j'avais un problème intestinal. Et quand le médecin m'a accueillie donc aux urgences, je m'en souviens toujours, c'était la période de Pâques. Et quand le médecin m'a accueillie, il m'a simplement dit vous avez 3 de tension, vous avez une septicémie, je ne peux rien faire pour vous. Comme c'était un beau médecin en plus, un bel homme, je lui ai attrapé la main et là je lui ai dit ma vie entre vos mains. Donc je suis passée, je crois, 6 heures sur la table d'opération, sauf qu'ils ont été obligés de m'enlever, ça a infecté, donc je n'ai pas pu avoir d'enfant. Comment est-ce que ça a été une douleur pour vous, ça ? Est-ce que vous avez dû le deuil d'une maternité ? Je vous demande ça d'autant plus que vous avez été première, et je dirais que vous avez secondé votre maman à la tête d'une fratrie. Est-ce que pour vous, ça a été un deuil à faire, le deuil de la maternité ? Pas tout à fait, parce que j'ai élevé mes frères et sœurs. Oui. J'ai élevé mes frères et sœurs, et vu mon tempérament, vu ce que je voulais toujours être active, je me suis dit, bon, d'abord, il faut trouver un homme convenable, parce qu'après avoir eu cette aventure avec cet homme qui était quand même violent, je ne voulais plus avoir d'aventure. Donc, la peur d'être avec un homme comme cela et surtout avoir un enfant
et être obligé ensuite Bien de se sûr. séparer, c'est quand même difficile. Bien sûr. Moi, je vois malheureusement des couples, quand l'enfant vit ces moments, il est très perturbé. Donc, il faut aussi penser à cela. Donc, j'ai estimé qu'en tant que femme, en tant que jeune femme, j'ai élevé mes frères et sœurs, je sais ce que c'est, j'ai donné beaucoup d'amour, et d'ailleurs ils le disent, je les ai élevés correctement comme papa aurait voulu que j'élève, avec le côté un peu rigueur. Hein. Oui. Voilà, donc... Mais bon, ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal, et je me souviens quand ils étaient à l'école en province, et quand je revenais de Paris, j'avais un martinet à côté de moi. Ils sortaient les cahiers de notes, parce que dans le temps, on notait. Hein. Ah ouais. Ils sortaient les cahiers de notes. Quand il y avait un truc qui n'allait pas, je leur demandais pourquoi. Oui, avec le martinet à côté. Avec le martinet à côté. Mais franchement, mes frères et sœurs, effectivement, quand on a rediscuté, quand ils sont devenus adultes, me dire « Ah, on t'a trouvé méchante à l'époque, hein. Mais aujourd'hui, on reconnaît que tu as eu raison, parce que ça nous a donné donc une structure. Aujourd'hui, on est tous mariés, on a des enfants, on essaie de leur donner aussi cette éducation. Ben, merci. Et mes neveux et nièces, ils ne m'appellent jamais par mon prénom, ils m'appellent toujours Tata. Parce que c'est resté. Ouais. Parce que quand les parents disent « Si tu n'es pas sage, on t'envoie chez Tata ». Donc c'est resté... C'est resté ancré dans la famille. C'est resté ancré que Tata Jeanne, voilà, donc elle gère Tata Jeanne. les parents, Tata Jeanne. Voilà. Non, mais on dit parfois que l'exigence peut être une forme de bienveillance. Oui, je pense qu'il faut être exigeant. Ça peut être un service rendu quelque part. En fait, quand vous avez affaire effectivement à des enfants qui sont un peu turbulents, il faut leur expliquer. Ça s'appelle une éducation. Et les enfants savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, les parents travaillent, les deux. Donc à l'époque, maman était à la maison, elle éduquait. Aujourd'hui, c'est difficile pour un couple. Donc quand les parents rentrent le soir, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que vous avez bien travaillé? Donc oui, on a... Et malheureusement, avec les téléphones, les trucs de machin, ils sont dans leur chambre, ils s'occupent de ça. Donc, moi, je pense qu'il y a ce manque. Et je pense aujourd'hui, il faut impérativement que les parents, la jeune génération, s'occupent de leurs enfants et surtout leur parlent. Il y a une confidence. Regardez ce qui se passe dans les écoles, les violences, les harcèlements, les violences entre enfants, entre élèves. Donc il faut impérativement que les enfants voient que les parents s'occupent d'eux. Autrement, ils ne parlent pas. Rompre l'isolement aussi qui peut exister et que les écrans renforcent. Voilà. Il faut ce lien de confiance. Tout à fait. Autrement, votre enfant il n'osera pas vous parler parce que vous n'êtes pas disponible, ils n'ont pas l'écoute, donc ils n'oseront pas. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans des situations un peu compliquées quand on s'aperçoit que l'enfant, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, il se fait maltraiter, tout ça. Mais ça, c'est très important. Non, le plus grand cadeau qu'on puisse leur faire, c'est du temps de qualité. Et de la disponibilité. Alors, vous me disiez, vous avez fait un mariage ce matin, par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien d'élu? Ça ressemble à quoi, une journée dans votre vie de mère? Alors, une journée, ça démarre parfois avec des petits déjeuners, parce que vous n'avez qu'un déjeuner par jour, vous ne pouvez pas, voilà, donc comme beaucoup de gens souhaitent vous voir, donc il y a des petits déjeuners. Ensuite, vous arrivez à la mairie, vous avez des réunions avec les services des adjoints à la maire de Paris, et puis tous les dossiers à gérer, des demandes, du courrier donc à répondre, les emails maintenant, donc on vit à l'époque email, donc vous devez répondre, et ensuite vous avez des mariages, des réceptions. On a quand même 28 ambassades dans l'arrondissement, donc vous avez des réceptions à gauche, à droite, des déjeuners chez les ambassadeurs. Quel est le rôle des ambassades
Ah oui, vous voulez dire des ambassades d'autres pays, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord, dans le 8e, il y en a 28? Oui, ah oui, on a c'est 28 beaucoup. ambassades, notamment l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Israël, du Japon, de Grande-Bretagne. Et donc, combien de personnes travaillent au niveau de la mairie? Alors, dans l'enceinte même de la mairie, on est à peu près une soixantaine. D'accord. Mais en service déconcentré, donc on est à peu près 200. Tous ceux qui dépendent, qui sont dans l'arrondissement, donc à peu près 200. D'accord, ok. Et donc une journée typique, ça se passe par, il y a des petits déjeuners, il y a des déjeuners, vous êtes beaucoup sur le terrain, c'est ce que vous disiez? Absolument. D'accord. Vous êtes en relation régulière avec la mairie centrale, enfin la mairie de Paris? Oui, parce que nous dépendons donc de la gestion des délégations, donc chaque délégation a un adjoint ou une adjointe, donc vous devez discuter de tout les dossiers qui concernent votre arrondissement, l'adjoint à la propreté, l'adjoint à l'environnement, l'adjoint à la culture. Voilà, donc on est complètement dépendant de tous ces services et de toutes ces délégations gérées par des adjointes et des adjoints à la maire de Paris. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos fonctions d'élu et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Le plus compliqué, c'est gérer la relation, le mécontentement donc, de nos administrés. Parce que comme ils ne savent pas comment est géré un arrondissement et une mairie d'arrondissement, parce qu'on n'a pas tout pouvoir, on dépend complètement de la mairie centrale. Ouais. Donc nous devons, si nous avons un dossier à gérer, déjà avoir l'accord donc, des services, des directions, l'accord de l'adjoint ou de l'adjointe, et le budget qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est compliqué et il faut expliquer donc, à nos administrés que quand ils nous font une demande, c'est pas je le fais de suite, il faut passer par plusieurs strates et ensuite on obtient. Oui, il n'y a pas une autonomie totale et vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle décision, ce n'est pas juste de votre bon vouloir. Non, parce que effectivement, par rapport aux maires de plein exercice, c'est-à-dire que vous sortez du 75, vous avez des maires de plein exercice, donc des autres communes ou villes qui prennent des décisions, qui disent, voilà, vous allez faire comme ci, comme ça. Nous, on passe par la mairie centrale et la centralisation des décisions, c'est effectivement chez Mme Hidalgo. D'accord. Alors, les questions forcément de sécurité et d'espace public sont souvent perçues comme des enjeux très importants, encore plus pour les femmes. Comment est-ce que vous œuvrez là-dessus dans le 8e arrondissement ? Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai une relation directe avec le commissaire de police de l'arrondissement, aussi avec les ministres de l'Intérieur. J'ai la chance de bien connaître Bruno Retailleau, son cabinet, donc ça aide d'avoir l'écoute. Bon, on a la chance aussi d'être dans un arrondissement où voilà, donc c'est géré. Et les problèmes qu'on a connus il y a quelques années, notamment dans la rue de Pontieux avec ces établissements de nuit, 16 établissements de nuit dans une rue de 600 mètres carrés, donc c'est énorme. Donc quel problème est-ce que ça posait? C'est sur les questions de sécurité? Questions de sécurité, quand les établissements de nuit donc, reçoivent voilà, donc, des clients bruyants à 3-4 heures du matin qui faisaient des rodéos dans la rue, qui mettaient la musique à fond et qui de temps en temps tiraient à la Kalachnikov, donc c'était problématique. Donc ces problèmes, on les a résolus avec l'écoute de la police nationale et aussi avec la police municipale qui s'est mise en place et qui, voilà, donc petit à petit, on a pu en gros, faire de telle sorte que ce quartier, quelques rues, donc, soient privilégiées par rapport aux exigences de la sécurité et notamment du préfet de police. On parlait tout à l'heure d'éducation avec les parents. Est-ce que vous avez beaucoup de sujets autour des fameuses places en crèche, où on dit souvent qu'à Paris, c'est compliqué d'obtenir une place en crèche? Et donc, ça impacte évidemment sur le travail des femmes. Est-ce que dans le 8e, c'est aussi un enjeu qui revient souvent? En fait, comme dans tous les arrondissements, on a des crèches municipales. Et ces derniers temps, on avait des problèmes d'embauche donc, du personnel, ce qui a fait qu'on a moins de place. Parce que quand vous avez du personnel adéquat
pour gérer, parce qu'une crèche, il faut impérativement que le personnel soit formé. Bien Parce sûr. que quand il y a un accident, ensuite, vous avez la responsabilité. Évidemment. Donc, on a depuis un an l'embauche du personnel de la petite enfance, parce que beaucoup, jusqu'à maintenant, venaient travailler donc, de banlieue. Et aujourd'hui, comme il y a énormément de demandes, il n'y a pas qu'à Paris, il y a aussi dans d'autres régions, et je crois que dans toutes les villes de France, il y a ce problème. Donc, quand vous proposez à la personne de venir travailler et que vous lui dites que vous pourriez éventuellement lui trouver un logement pour lui éviter 2 heures de transport et tout ça, c'est... Et ça a été fait du coup? Ben, on essaie. Vous essayez, d'accord. On essaie de faire des propositions pour pouvoir garder le personnel. Bah oui. Ça, c'est très, très, très important. Bien sûr. Parce que quand vous avez une personne de la petite enfance qui dit « moi, je mets 1h30 oui. pour venir travailler et repartir, donc je ne peux pas attendre 18h30 quand les parents reviennent. Il faut impérativement que les parents respectent les horaires, parce que nous, on a aussi notre vie et on doit prendre le train à 18h. Et eux-mêmes ont parfois des enfants, etc. Ils ont des enfants. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils nous disent. Elles nous disent, souvent sont des femmes, elles nous disent toutes, nous, on a une vie aussi privée et on ne peut pas attendre le train d'après pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, on a ces problèmes-là à gérer. Une solution que d'offrir des logements, on essaie de faciliter la possibilité pour le personnel donc, de la petite enfance de pouvoir vivre à Paris, de vivre à Paris. Et quelle est alors vous nous avez dit ce qui est assez compliqué à gérer, les mécontentements des personnes qui vivent dans l'arrondissement parce qu'elles ne maîtrisent pas forcément les tenants, les aboutissants du fonctionnement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la fonction de maire? De discuter avec les gens. Le contact? Le contact. Tout au début, tout de suite après mon élection, donc, vous avez des gens qui disent « Ah, on vous appelle Madame la maire ou Madame le maire ?» Alors, je dis normalement, c'est la fonction de maire, donc c'est Madame le maire. Et ensuite, je dis appelez-moi Jeanne. Donc, du coup, tout le monde m'appelle Jeanne, et quand ils se croient, ils me disent tiens, j'ai vu Jeanne, et tout ça, donc ils savent que c'est moi. Oui, que c'est vous, d'accord. Le contact et la proximité, il faut aimer les gens, il faut être à l'écoute. Quand vous êtes arrêté, il faut effectivement discuter. Ils attendent toujours, souvent, moi j'ai aussi la chance d'avoir des gens qui me félicitent pour tout ce que je fais et tout ça. Ça fait plaisir, voyez. Donc nous, notre mission, notre fonction, c'est d'être à l'écoute et d'essayer de gérer le quotidien, le bien-être de nos concitoyens, de nos administrés. Ça, c'est très important. Moi, j'adore quand les gens m'arrêtent. Bon, il y a des gens qui m'arrêtent en me disant « Oui, j'ai demandé telle chose, je n'ai pas pu obtenir, donc j'explique le fonctionnement. » Puis il y a d'autres gens qui me disent « Bravo pour ce que vous faites. » Et ça fait vraiment très plaisir. Je vous demandais, oui, je ne suis pas revenue sur la question, la sécurité dans l'espace public. Est-ce que vous avez mis en place ces 11 dernières années des choses qui permettent justement de rendre l'espace public, notamment pour les femmes, mais pas que, plus sûr dans l'arrondissement? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent? Ça peut être des petites choses, des grandes choses, mais des décisions qui aident sur cette sécurité. L'espace public dépend complètement du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement. Donc, on signale, quand j'ai des administrés qui me signalent des personnes qui rôdent dans tel et tel quartier, dans telle rue, donc on le signale de suite. Ou par exemple, ne serait-ce que des lumières qui sont éteintes à certains endroits, donc on nous signale de suite. Ça, c'est vous ou c'est l'administration, ou c'est le ministère de l'Intérieur? Ah non, ça c'est nous. D'accord. Alors, par contre, c'est la raison pour laquelle je dis, on est très à l'écoute de nos administrés. Donc quand ils disent, dans telle rue, il y a 2 réverbères qui ne fonctionnent plus, là, on signale de suite au service. On signale de suite. Et effectivement, je demande que le problème soit réglé le plus rapidement possible. Donc, c'est réglé, mais oui, donc la lumière, c'est très important. Aujourd'hui, avec des LED, vous savez qu'avec les normes européennes, on n'a plus le droit d'utiliser les ampoules comme à l'époque. Donc, on doit utiliser les LED. Et les LED, la luminosité est différente. Et on a aussi des endroits où la lumière s'éclaire plus quand
quand ils détectent un mouvement et tout ça. Donc tout ça fait partie, effectivement, beaucoup, notamment les femmes, elles ont peur et je comprends parce que malheureusement, mais donc nous, on fait très attention quand on nous signale un point, tout de suite, je le signale au commissariat de police, à la préfecture et on fait le nécessaire. Et qu'est-ce que c'est le moyen de communication de vos administrés avec la mairie? Alors, est-ce que c'est le téléphone? Est-ce qu'il y a, c'est par le site internet? Quel est le moyen privilégié? Souvent, ils appellent à la mairie, au secrétariat. Donc, autrement, comme vous savez, les adresses e-mail de tous les élus, que ce soit maire ou là, mettent le prénom, le nom, @paris.fr. Et ça arrive. Donc, j'ai un service qui, effectivement, regarde tous les emails qui arrivent en mairie et les secrétaires, elles prennent tous les messages. D'accord. Ça change quelque chose d'avoir le palais de l'Élysée dans son arrondissement? En quoi ça vous impacte ou pas du tout? Suite aux attentats de 2015, donc à l'époque, c'était le président François Hollande, tout le périmètre du palais de l'Élysée donc, est très 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 protégé et ça impacte dans ce sens où tout au début les gens ne pouvant plus marcher sur les deux trottoirs, donc à partir du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, donc se poser des questions et puis bon, c'est rentré maintenant donc dans la tradition qu'on ne marche pas du côté donc, du 55, donc là où se trouve la présidence de la République. Effectivement. Si vous pouviez donner un conseil à une jeune femme qui voudrait rentrer dans la vie publique, vous qui justement êtes faite pour pouvoir accuser les coups, comme vous l'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet, mais qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Alors, d'être elle-même, bien sûr avoir des convictions politiques et ne jamais se soumettre. Voilà. Il faut avoir du tempérament et savoir détecter les pièges et être soi-même. Être soi-même. Être soi-même. Ce que disait Simone de Beauvoir, devenir soi. La grande aventure que celle que d'être soi. Absolument. Ouais. Mais cela nécessite effectivement du tempérament, savoir ce qu'on veut et tous les pièges que vous connaissez en tant que femme. Vous êtes une jolie femme, donc vous devez aussi être très sollicitée. Voilà. Ce podcast, dernière question, il traite aussi du sujet de l'ambition. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'ambition? L'ambition de réussir, d'être soi-même, d'être humble. On ne recherche pas la gloire quand, dans un monde comme le nôtre, faire du bien, être bienveillant, tout ce qu'on peut apporter à l'autre. Vous savez, avant, effectivement, quand j'ai grandi et que je voulais être avocate, je voulais être bonne sœur. Ah oui? Ouais. Quand j'étais enfant et j'étais à l'école au Vietnam, on avait des bonnes sœurs qui étaient d'une très grande bienveillance à notre égard et j'ai gardé ça et je voulais être bonne sœur. Bon, vous avez contribué différemment, mais vous avez contribué. Si je vous disais que c'était la dernière question, mais il y a une question que je voulais vous poser aussi, c'est qu'est-ce qui vous reste le plus de cette double culture franco-vietnamienne? Est-ce que vous avez pris le meilleur des deux mondes, si je puis dire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus de l'une que de l'autre? Comment vous avez vécu, comment vous vivez cette double culture? En fait, moi, je me suis toujours sentie française. Parce qu'on parlait français à la maison, on parlait très peu donc, le vietnamien. Et la double culture fait qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement française. Et quand je me regarde, je vois que j'ai des yeux bridés, donc je me suis dit, bon voilà, donc tu es un peu différente. Mais autrement, la France, pour moi, c'est ma patrie, c'est mon pays. Le bleu, blanc, rouge, quand je le porte, quand je porte mon écharpe ou quand je suis à l'Arc de Triomphe, de voir le bleu, blanc, rouge, j'en suis très fière. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une double culture, vous prenez des deux, et notamment la cuisine avec maman. Donc, je cuisine très bien. Je ne cuisine plus depuis un certain temps parce que je n'ai plus le temps, mais autrement, je cuisine très bien. Mes frères et sœurs aussi, ils ont appris avec maman à cuisiner. Et quand ils reçoivent chez eux, ils font des plats que maman
leur a appris à cuisiner et des plats qu'ils aiment. Mais c'est plutôt des plats vietnamiens ou français? Enfin, vietnamiens revisités. Hein, voilà, donc, je peux vous dire qu'ils font des plats voilà, bon, comme ils le sentent. Hein, mais comme ils ont tous donc, des maris, femmes donc, français, ils cuisinent. Merci beaucoup pour vos partages et merci de nous avoir reçus dans cette très belle mairie. Merci à vous de m'avoir invité. C'est mon premier podcast et j'espère que ça va intéresser. Parce que, Pas de doute là-dessus. Merci infiniment. Très honorée. Merci, beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir.